Bonjour à tous, donc Muriel Perronnet, moi je suis formatrice à l'INSPE de Nouvelle-Calédonie. La philosophie avec les enfants, c'est tout neuf chez nous, c'est même très neuf. Et je propose de partager avec vous donc le compte-rendu d'une recherche collaborative qui a été menée donc à l'INSPE en début d'année autour de l'exploitation de la littérature de jeunesse océanienne dans des ateliers philosophiques. Donc avant toute chose, donc, avant de vous présenter la méthode et les résultats de cette recherche collaborative, je vais vous présenter le contexte de la Nouvelle-Calédonie, qui est un contexte très particulier, encore différent de celui de la Polynésie, car la Nouvelle-Calédonie donc est composée d'une population multiculturelle qui est héritière d'une histoire très complexe. Elle est marquée par la colonisation pénale, donc des déportés de droit commun, des prisonniers politiques également, et des vagues d'immigration successives pour la mise en valeur des ressources minières, des Vietnamiens, des Indonésiens, des Wallisiens, des Tahitiens, des Antillais, des Japonais également, qui ensuite ont pris place, ont pris souche donc, en Nouvelle-Calédonie aux côtés de la population kanak autochtone. Alors, vous pouvez remarquer un petit peu la répartition et ce que je souhaitais vous faire remarquer, c'est qu'il n'y a pas de faute d'orthographe à Kanak pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est une revendication identitaire, à savoir que c'est un peuple et donc il n'y a pas de pluriel. Voilà. Et ça a été attesté lors des accords de Nouméa en 1998. Voilà, c'est donc un archipel qui a été appelé, je reprends l'expression de Louis-José Barbançon, donc l'archipel des forçats, puisque toute cette histoire et toutes ces vagues de migration dont je vous ai parlé ont constitué des destins un petit peu tragiques, lourds. Et donc, chaque personne en Nouvelle-Calédonie s'estime légitime car a payé de son sang et de sa souffrance, en fait, eh bien, sa position et sa vie sur le pays, dans le pays. Donc, autre spécificité pour rendre compte de la particularité de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie, c'est la répartition des langues. Donc, on en compte 28 et encore, là aussi, il y a des litiges parlésés, donc, et nécessité avec le français d'avoir une langue véhiculaire qui a permis à toutes les différentes aires de pouvoir se comprendre. Donc, nous avons 6 aires coutumières, Djoubéa Kapone, Arachu, Haidje, Paichi, Otmawa et Yehu sur les îles Loyauté. Pour le coup, dans cette histoire particulière, l'école a été évidemment au centre de tensions autour des revendications indépendantistes dans les années 1980. L'école étant taxée d'école coloniale, bien sûr, par les indépendantistes qui iront jusqu'à ôter leurs enfants de ces écriront eux-mêmes les EPK, donc les écoles populaires kanak, qui n'ont pas pérennisé ensuite parce qu'il y avait une difficulté pour l'accès au secondaire par la suite. Suite aux événements qui ont déchiré donc la Nouvelle-Calédonie entre 1984 et 1988, les accords de Matignon ont été signés et ensuite les accords de Nouméa. Donc les accords de Matignon ont entamé un processus d'autodétermination qui ont été donc poursuivis en 1998 et qui ont ensuite, avec les accords de Nouméa, renforcé l'autonomie du territoire. Vous le savez depuis, nous avons eu 3 référendums qui ont renforcé les replis identitaires et nous avons encore un référendum de projet normalement en 2023. Or, nos partis politiques ne se parlent pas. Voilà. Donc nous en sommes là. D'où l'urgence de faire quelque chose. Donc,
l'école a mis en place, donc la Nouvelle-Calédonie a mis en place un projet d'école qui doit être le reflet donc d'une société multiculturelle, je vous cite, donc à la fois berceau et terre nourricière d'une identité calédonienne en construction. Cette école doit s'appuyer sur des valeurs kanak, océaniennes, occidentales et promouvoir les individus en tant que membres de groupes issus d'identités plurielles représentant les différentes communautés vivant en Nouvelle-Calédonie. Et c'est tout récent puisque c'est le socle commun de connaissances, de compétences et de valeurs pour nous, hein, pas de culture, et de valeurs qui a été établi en 2021 et qui est en place. Le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, qui a été mis en place donc par la délibération du Congrès le 15 janvier 2016, s'appuie sur 4 ambitions, axes importants. Développer l'identité calédonienne, considérer la diversité pour la réussite de tous, ancrer l'école dans son environnement, ouvrir l'école sur la région Océanie et dans le monde. Pour cela, a été accompagnée donc la mise en place des fondamentaux de la culture, des enseignements fondamentaux de la culture kanak, qui visent à constituer donc la clé de voûte d'un apprentissage à l'altérité, celui qui consiste à s'appuyer sur la culture de l'autre pour mieux interroger et revisiter la sienne. Donc l'enseignement de ces fondamentaux est obligatoire, et pourtant ce n'est pas sans poser problème, puisque beaucoup d'enseignants se trouvent mal outillés pour cela et ont des difficultés à les mettre en place. Donc nous venons de le voir, c'est en effet à l'école de promouvoir la richesse des identités plurielles et de relever les défis du rééquilibrage, comme le précise donc le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, mais il semble que cela ne va pas de soi et qu'il est urgent de mettre en place des pratiques philosophiques, en tous les cas une initiation à l'ouverture vers l'autre et à l'altérité. À ce jour, je vous l'ai dit, les pratiques sont particulièrement balbutiantes, même quasiment inexistantes. Et pourtant, elles ne sont pas récentes. Donc, je rappelle très rapidement qu'il y a différents courants. Edwige l'a largement développé tout à l'heure. Donc, la pratique philosophique, la CRP de Matthew Lipman, la communauté de recherche philosophique, la discussion à visée démocratique et philosophique de Michel Coetzee, la malpolitique socratique de Ferdinand Lalanne pour ce qui est du courant philosophique, le courant psychanalytique avec les aptitudes philo Axas et l'éducation à la citoyenneté. Alors, nous, ce qui nous a intéressé particulièrement, c'est une méthode syncrétique, celle d'Edwige, qui consiste à débattre à partir d'une littérature à partir d'œuvres de littérature de jeunesse. En effet, elle l'a rappelé tout à l'heure, donc il s'agit d'un vaste laboratoire d'expérience de la condition humaine et en plus, ça permet une bonne distance entre le concept philosophique un petit peu compliqué pour des jeunes élèves et en même temps une expérience personnelle qui est chargée, qui peut être chargée d'émotions et qui peut conduire les élèves à se sentir mal à l'aise sur certains sujets. Nous nous appuierons également depuis peu sur la PPC, pratique philosophique contextualisée de Simon Deprez. Nous souhaitions à le signaler. Donc, ce qui nous a intéressé ici, c'est la place centrale du support culturel qui permet, à travers une histoire singulière, de nous éclairer, donc et d'éclairer les élèves sur leur identité et leur place, en tous les cas, sur ce territoire multiculturel. De plus, la littérature océanienne offre pour eux un champ florissant donc pour penser le vivre ensemble. Donc, l'objet d'étude a été le suivant. En début d'année, nous avons mis en place une recherche collaborative autour de l'exploitation de la littérature de jeunesse océanienne dans des ateliers philosophiques. C'est la première formation à la pratique de la philosophie avec les enfants.
à partir d'une littérature de jeunesse océanienne. Elle a eu lieu donc de février à mai, puisque c'est la rentrée chez nous, avec 16 enseignants stagiaires qui ont été répartis en 2 groupes. Il s'agissait d'une recherche collaborative qui a mis en place donc une co-situation avec la sélection d'un corpus en binôme, une situation de coopération, des échanges, exploration de questionnements et des conditions matérielles pour la menée d'un bon débat, et une coproduction avec des analyses de pratique et la restitution des résultats à chaque cours que nous avions. En préalable, un pré-questionnaire leur a été donné sur leur représentation relative à la littérature de jeunesse et le sentiment de compétence à mener un débat réglé. Je vous en donnerai un petit peu plus tard les résultats. Donc, ce questionnaire a porté sur les représentations et le sentiment de compétence. Il visait en fait à connaître les connaissances des étudiants sur les ouvrages de littérature de jeunesse océanienne dans leur bagage culturel. Également, vérifier leur connaissance sur les attentes institutionnelles pour conduire les élèves à dialoguer et interagir entre eux, donc par l'intermédiaire du débat réglé. Interroger également leur sentiment de compétence sur la conception et le pilotage de situations pour développer en classe des habiletés à dialoguer. Et pour eux, leur représentation sur la pertinence à mener un débat philosophique avec des élèves en maternelle et en primaire. Au mois de février, donc, il a fallu constituer un corpus. La littérature océanienne, ça a été notre question. Est-ce qu'elle présentait réellement un intérêt, une aptitude? Était-elle à la hauteur des enjeux cognitifs, donc langagiers et démocratiques? Donc, nous avons constaté qu'il y avait un début de prise en compte explicite des questions métaphysiques des enfants par le monde éditorial calédonien, avec une nouvelle édition qui s'appelle Les Fables du Caillou, et des auteurs comme Hamid Mokadem, Stéphane Moisan ou Héloïse Marquerolles qui ont commencé à publier des ouvrages qui offrent par le biais de leurs récits la possibilité aux jeunes lecteurs d'une rencontre initiatique avec soi-même et avec les autres. D'autres ouvrages, contes ou romans, ont également fait partie du corpus sélectionné, car ils donnent également à réfléchir et peuvent servir, comme le souligne également Edwige, de support pour aider l'animateur à étayer la discussion philosophique. Et puis, la fonction référentielle des textes permet aux élèves d'accéder à un monde extérieur aux interprétations multiples. Ce que Noël Saurin, dans son ouvrage, soulignait avec l'intérêt de ces imaginaires métissés. De même, comme l'a fait remarquer donc, Paul Griselli, en appendice de 60 contes mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, les récits ancestraux produits de la culture orale présentent des archétypes qui confinent à l'universel. Cette sélection d'ouvrages a donné ceci. 19 textes de littérature océanienne ont été choisis par les étudiants. Je souhaitais étudiants en M2, mais ils sont en même temps fonctionnaires stagiaires, puisque chez nous, le concours se passe dès la première année. Donc, littérature océanienne, des ouvrages de littérature calédonienne, mais aussi australienne et polynésienne. Alors évidemment, en début d'année, je me suis un petit peu heurté une petite réticence parce que philosophie ne figurait pas dans les programmes. Et donc, eh bien, même si effectivement, il y a une remise en question d'associer vraiment la philosophie avec les thèmes de l'EMC, en tous les cas, c'est rassurant pour les étudiants de pouvoir constater que aborder ces thèmes, c'est vraiment en lien avec les axes de l'EMC. Donc, les thèmes qui ont été travaillés sont la colère, le bonheur, la différence, le racisme, la moquerie, la tradition, justice et vengeance, les règles coutumières et l'obéissance, la liberté, la religion et l'entraide. Donc, la mise en œuvre ensuite. Donc, il y a une alternance entre savoir universitaire qui était dispensé
à l'INSPE. Et comme ils sont en stage filé tous les lundis et mardis, également des savoirs expérientiels, puisque entre chaque cours, ils avaient à expérimenter des pratiques philosophiques avec les enfants. Donc, le premier cours a constitué une sélection du corpus, et puis ensuite, je les ai formés en quelque sorte au débat interprétatif et au débat philosophique. Ils se sont initiés au questionnement. Ils ont essayé de mettre en place. En avril, restitution et analyse de pratique à chaque fois a permis de rendre compte de ces difficultés, mais également de ces réussites, et de partager avec les expériences des collègues. Nous avons à ce moment-là travaillé sur les règles du débat et plus spécifiquement sur le questionnement qui posait problème. Au mois de mai, donc 2 phases, à la fois, toujours une phase de restitution et d'analyse de pratique et un travail sur la trace du débat et la posture enseignante. On a terminé fin mai avec la restitution et l'analyse de pratique encore, mais cette fois-ci un bilan sur l'entièreté de la formation et une évaluation de la formation. Le recueil de données, c'est fait, je vous ai dit, un questionnaire au préalable sur les représentations des enseignants, puis un carnet de bord pour noter un petit peu toutes les interactions qui se passaient en classe, et un questionnaire à chaud à la fin de la formation, et un petit peu plus tard, un questionnaire à froid en septembre, puisque je dispense également des cours en didactique des langues. Donc, pour revenir un petit peu sur le questionnaire initial, et c'est là que ça va commencer à être très intéressant, c'est qu'en fait, la littérature de jeunesse océanienne est finalement très peu connue. Ils considèrent que c'est bien un support qui est apte à favoriser le dialogue et les interactions, mais par exemple, sur l'ensemble du groupe, c'était capable de citer un auteur, de citer plus de 3 auteurs ou d'ouvrages de littérature océanienne, et moins de 3 personnes sur l'ensemble du groupe a été capable de citer ou un auteur ou un ouvrage de littérature de jeunesse océanienne. En revanche, ils avaient très bons étudiants, bonne connaissance institutionnelle des textes concernant le débat réglé. Leur sentiment de compétence, en revanche, sur mener des débats en classe était modéré, voire insuffisant, mais tous ont jugé que la philosophie, a priori, était possible avec les enfants. La progression des performances, donc, je pense que c'est un petit peu éclairant. Si tous, au départ, au niveau du débat interprétatif, n'avaient pas de grandes difficultés, ce qui n'est pas anormal dans la mesure où ils ont eu beaucoup de formation tout au long de leur parcours scolaire, donc pas eu de difficultés. En revanche, la difficulté s'est posée sur le questionnement philosophique dès le départ. La question philosophique, ce n'était pas acquis, il a fallu travailler dessus, définir la notion. Donc, alors évidemment, je n'étais pas en classe pour pouvoir vérifier un petit peu ces positionnements. Donc tout cela a été sur la base de leur restitution et analyse de pratique. Donc débat réflexif, en gros, tous ont estimé avoir pu progresser sur l'ensemble. Évaluation à chaud de la formation, donc le rythme. Ils ont trouvé que c'était assez satisfaisant. Au niveau de la durée, évidemment, c'était insuffisant. Et au niveau du travail en groupe, tous ont beaucoup apprécié cette modalité pour se sentir beaucoup plus à l'aise pour mener ces débats philosophiques en classe. On a une personne qui n'était pas très satisfaite, mais justement parce que son binôme n'a pas fonctionné et du coup ne pouvait pas partager et être rassuré au moment de la création des questionnements. La pratique du débat philosophique nécessite donc une régularité pour construire une posture, tant au niveau de l'élève que de l'enseignant. Et la part d'autrui, pour reprendre la formule de Jérôme Hénaud, dans la formation de soi est essentielle. Donc rapidement, du coup je vais passer un petit peu plus là-dessus. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les apports théoriques ont été estimés à peu près satisfaisants. Au niveau des méthodes, également, mais en revanche, l'équilibre entre théorie et pratique, ils ont considéré que c'était insuffisant pour se sentir vraiment expert.
Voilà, et 4 auraient souhaité beaucoup plus de pratique, mais on est limité évidemment par la formation. Alors je voulais absolument vous lire ceci. Donc ça, c'est le sentiment de compétence qu'ils ont eu sur l'exploitation de la littérature de jeunesse océanienne. Donc tous ont été vraiment contents d'avoir pu travailler dessus et avoir progressé dans son exploitation. Je vous ai mis 2 phrases d'enseignante. Je n'étais pas du tout à l'aise avec ce support car je n'avais pas de référence et comme c'est souvent lié à la culture kanak, j'avais peur de manquer de connaissances théoriques. Maintenant, on se sent plus investi, on sait comment faire, vu que c'est une question de... Donc 12, j'ai encore à découvrir de nombreux auteurs, mais j'ai beaucoup appris. Au final, je me suis rendu compte que j'étais très éloignée de cette culture, alors que je suis calédonienne, et je suis fière aujourd'hui d'avoir pu apporter aux élèves des connaissances qui me manquaient alors. Vous pouvez, avec moi, mesurer l'écart que nous avons par rapport aux attentes institutionnelles. Voilà, pour mener un débat philosophique, tous ont estimé avoir progressé et maintenant, ils vont oser engager les élèves sur des questions plus variées. Donc, en conclusion, pour les résultats, le caractère cumulatif et évolutif des usages, évidemment, participe au processus d'auto-formation. En tous les cas, on a là vraiment une acquisition optimisée avec l'alternance entre les savoirs universitaires et les savoirs expérientiels. Amélioration des connaissances donc sur l'exploitation d'un support littéraire pour engager un débat réglé, déjà, premièrement. Amélioration des compétences à questionner, à enrôler les élèves dans une discussion et leur permettre de douter, de reconnaître la complexité des idées. Plus de 80% donc comptent poursuivre la pratique de la philosophie avec leurs élèves. Donc l'intérêt de cette recherche, c'est la conclusion. C'était la constitution donc, et l'expérimentation d'un corpus d'ouvrages de littérature de jeunesse océanienne qui serait apte à accueillir un questionnement philosophique, une approche de l'interculturel important donc, par les représentations et les stéréotypes, la conviction également de l'importance de l'apport donc, des autres dans la formation de soi. Et ça a été vraiment ensuite reproduit tout au long de l'année, donc ça a créé bien un groupe là-dessus qui était très instructif pour eux et très formateur. La composition surtout d'un vivier d'enseignantes et d'enseignants familiarisés avec les pratiques à visée philosophique. Donc 5 pourront poursuivre dans le cadre du projet FIDEACT. 5 sont parmi vous aujourd'hui. Et donc, ont participé à la formation, poursuivront à Nantes. Ils se sont engagés parce que leur groupe classe est très, très soudé à tout partager. Tout ce qu'ils prennent là sera mis sur un Google Drive pour que tous les gens de la formation en Nouvelle-Calédonie qui étaient tristes de ne pas pouvoir les accompagner puissent recueillir toutes ces ressources et les utiliser. Et puis, en fait, ça a constitué aussi la phase exploratoire d'un sujet de thèse qui est le mien. Voilà. Et donc, c'était ma première communication avec vous. Vous avez dû vous j'espère que, par exemple, je serai un petit peu plus à l'aise. Donc, mon sujet sera le dialogue philosophique à l'école primaire à partir d'une littérature de jeunesse océanienne métissée, apprentissage d'une pratique pour penser et vivre l'interculturalité. Merci beaucoup. Donc, des réactions, des questions, des commentaires. Petite question, c'est juste les 80% qui veulent continuer. C'était à chaud ou c'était à froid? Les 80, c'était à chaud. C'était à chaud. Et à froid? Alors, à froid, il va falloir qu'on les relance un petit peu parce qu'effectivement, alors en fait, la difficulté cette année a été une année particulière. Je voulais juste le préciser, c'est qu'en fait, la difficulté de cette année, c'est qu'ils n'ont pas pu avoir le même stage sur la même école, la même classe tout au long de l'année. Ils ont, voilà, ça ne se reproduira pas l'année prochaine, mais c'est une année un petit peu particulière. Et pour le coup, comme ça demande quand même une familiarisation avec son public élève pour nouer vraiment un lien, lorsqu'ils ont changé de niveau de classe, en plus ils changeaient carrément de cycle, il fallait tout refaire et du coup on compte bien les remotiver à notre retour. Et c'est pour ça qu'en fait ils ont pallié à d'autres urgences et notamment à d'autres projets sur l'illettrisme par exemple, où nous sommes investis beaucoup là-dessus aussi. L'année prochaine sera un petit peu différent parce qu'ils auront vraiment leur classe tout au long de l'année, donc ce sera beaucoup plus facile
Et en plus, je les ai en didactique des langues également au second semestre. Donc, il sera beaucoup plus facile de pouvoir suivre cela. Oui. Alors, demandez de témoigner pour ceux qui sont là. Merci Myriam pour ton exposé. J'étais interpellé par quelque chose qui est peut-être apparu comme un détail. C'est cette enseignante qui dit quelque chose comme « je n'étais pas légitime parce que c'est de la culture kanak et je la connais mal ». Et je fais un lien avec Jacques Rancière qui a été évoqué tout à l'heure. Et pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Jacques Rancière sur le maître ignorant, qui est une expérience pédagogique où le livre, en l'occurrence c'est un livre bilingue, qui sert de médiation. Et le principe du maître ignorant, c'est que ce n'est pas un maître explicateur, c'est-à-dire que le maître explicateur, pour Rancière, l'expérience qu'il tire de Jacques Cocteau, il entretient l'inégalité de l'élève vis-à-vis du maître, c'est-à-dire qu'il entretient l'idée et la pratique d'un élève qui a besoin du maître pour recevoir une explication. Et donc le principe que Rancière en tire, c'est le principe du postulat d'une égalité des intelligences qui ne peut s'exercer que si on déjoue ce risque du piège, ce risque du maître explicateur qui entretient une inégalité des intelligences. Voilà. Donc je fais lien avec ça et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'ici tu parles d'une littérature de jeunesse océanienne métissée avec une pluriethnie, avec la question épineuse de qui aurait la légitimité à parler de ceci, à quel titre, etc. Et donc d'avoir un objet médiateur, c'est ce que Edwige disait aussi tout à l'heure, depuis les jours précédents, le travail de sa thèse, le livre Jeunesse comme médiation. Et il est d'autant plus intéressant dans ce cas-ci que c'est une littérature métissée, permet de déjouer ça et de faire travailler justement à travers le livre, par exemple, un enfant, là dans ce cas-ci, kanak, qui lui aurait plus de connaissances, plus d'expérience, peut-être de déjouer ce rapport en permanence inégalitaire, potentiellement entre enseignants et élèves. Donc, je ne sais pas vraiment question, mais c'est cette réflexion-là que je voulais. Alors, on parle. Du coup, je fais partie de ceux qui ont fait cette expérimentation. Et c'est vrai que certains d'entre nous se sont retrouvés du coup, avec des élèves qui connaissaient mieux les thèmes en fait, qui étaient abordés dans les livres que nous qui expérimentions à partir de ces livres. Donc, ça a aussi permis effectivement un échange un petit peu des rôles entre l'élève qui était du coup enseignant sur le moment et nous qui profitions du coup de l'expérience de l'élève. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant qu'on a eu. C'était très intéressant à mener. Après c'est vrai que ça a été dur pour nous parce que la notion de débat réglé, la notion de comment est-ce qu'on voulait mener en fait c'était un petit peu libre à chacun. C'est-à-dire que nous avions vu le débat réglé mais que c'était difficile pour chacun de traiter la classe. Parce que c'est une classe qu'on nous prêtait, on n'avait pas nécessairement une grande légitimité au sein. Mais ça a été riche pour nous tous. Et ça a pu donner des débats. Et moi, par exemple, ça m'a montré les dérives du débat où on laisse trop aller. Parce que je suis quand même parti de l'aventure, j'ai fini sur mes maîtres, Dieu, il existe. Et je me suis rendu compte que ouais, c'est dur, la philosophie. C'est dur. Du coup, j'ai fini, en fait, sur l'aventure, je vais finir sur, j'ai beaucoup de respect, il faut respecter les autres et tout, et donc sur Dieu, je suis juste parti sur, j'ai du respect pour ceux qui disent qu'ils n'existent pas, et pour ceux qui existent. J'essaie de, non, il faut juste respecter les enfants, rester calme. Et ça a été dur à gérer, et c'est pour ça que ça me fait du bien, là, de voir les conférences et de participer, en fait, à tout le projet. Donc, voilà pour moi. Après, pour ma part, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas eu suffisamment de temps, parce que comme l'a dit déjà Perronnet, Muriel, c'est qu'on a eu seulement un semestre avec un niveau précis qui n'est pas forcément celui dans lequel on était le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai eu un CP pour la première fois en stage filé. Alors pour aborder justement cette notion qui est nouvelle pour nous, avec une classe de CP, ça n'a pas été simple d'emblée. Alors j'ai essayé de m'inspirer de ce qui nous a été proposé avec la méthode syncrétique, mais je reconnais avoir eu des difficultés par rapport à cela. Les élèves comprenaient, ils donnaient un petit peu leur avis, mais c'était vraiment nouveau pour eux. Alors vraiment à ce niveau-là, personnellement, je suis venu aussi m'enrichir de méthodes pour cet tranchage-là ou d'autres, parce que je reconnais avoir eu pas mal de difficultés avec le niveau de CP.
Après, j'ai pas pu expérimenter avec d'autres niveaux. J'ai eu au semestre 4 un niveau CM1, CM2. Alors, c'est totalement autre chose. J'ai eu l'autre contrainte que nous avons tous rencontrée, c'est la contrainte aussi du respect de l'emploi du temps de notre justice. Alors, on a eu cette liberté de pouvoir mener ça comme on le voulait, on devait suivre l'emploi du temps en fait, et s'adapter. Alors, du coup, pour certains, avec l'enseignant ou un enseignant plus souple, ça a été possible. Avec d'autres, ils ont été vraiment mis en difficulté. Alors, ce serait vraiment des choses à améliorer, et notamment le fait de sortir et d'avoir nos propres classes, ça pourrait permettre d'avoir une meilleure récolte de données et d'avoir une plus grande liberté d'appliquer la DVP ou la PPC aussi. En tout cas, voilà pour ma part. Belle transition vers Sylvie, voilà, qui n'est pas là, mais qui a enregistré 10 minutes. Alors après, voilà, soit on prend quelques questions de la salle encore, soit on achève cette matinée de travail ensemble par la vidéo de Simon qui s'est enregistrée. Et donc qui vous parle de la PPC. Donc on lance la vidéo. Merci encore beaucoup Muriel. Bravo.